Bonjour. Alors, premièrement, souvenez-vous que John Stuart Mill est un des principaux théoriciens du libéralisme, mais qu'il est aussi un philosophe utilitariste. La raison pour laquelle la liberté individuelle, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de vivre selon sa propre conception du bien, ou une autre liberté particulière doit être protégée, c'est qu'elle est une condition nécessaire au bonheur. Donc la liberté doit être limitée seulement quand son exercice nuit au bonheur. Elle doit être limitée uniquement par le principe de non-nuisance, formulation originale en anglais, le harm principle. Alors, ce principe de non-nuisance se décline en 4 implications. 1. On peut contraindre quelqu'un uniquement si ses actions nuisent à autrui. 2. L'État peut seulement intervenir, mais alors là, si et seulement si l'action d'un individu non seulement nuit à autrui, mais qu'elle viole les droits fondamentaux d'autres personnes. Alors, par exemple, si quelqu'un porte une chemise que vous trouvez laide, quand bien même elle est vraiment laide parce qu'elle est sale ou qu'elle est déchirée ou peu importe, vous pourriez dire que la personne vous nuit parce qu'elle vous impose, elle impose à votre regard quelque chose que vous ne trouvez pas agréable à voir. Cependant, elle n'est clairement pas en train de vous atteindre dans vos droits fondamentaux en portant une chemise que vous trouvez laide, même à supposer que vous ayez raison de la trouver laide. Par contre, si quelqu'un entre chez vous sans votre consentement, que quelqu'un vous fait mal physiquement, que quelqu'un agit de façon à vous empêcher de parler ou d'écrire ou de vous associer à qui vous voulez, ici vous pourriez par exemple penser à un employeur qui interdirait à ses employés, sous peine de renvoi, de défendre une option politique en particulier ou d'être membre d'un groupe militant. Donc, dans des cas comme ça, l'État doit intervenir. Par contre, troisièmement, si le tort causé ne représente pas une atteinte aux droits fondamentaux, l'État ne doit pas intervenir. La société, elle, par contre, peut réagir. Bon, si on revient à l'exemple de la chemise de mauvais goût, on peut concevoir qu'un établissement se dote d'un certain code vestimentaire qu'il faut suivre quand on y va, moyennant qu'on a toujours la liberté de ne pas entrer dans les locaux de l'établissement si on ne veut pas se conformer au code vestimentaire. Ici, bien entendu, ça paraît simple quand on en reste au principe théorique, mais dans la réalité, quand est-ce qu'un tort peut être considéré comme allant à l'encontre des droits fondamentaux d'autrui? Quand est-ce que c'est suffisamment important pour que l'État intervienne? Et même quand est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a un tort qui justifie que les autres réagissent? C'est une question qui est loin d'être simple à régler et que j'ai absolument pas la prétention de régler ici. Je veux simplement établir les principes théoriques. La quatrième implication du principe de non-nuisance est très importante. On ne doit pas protéger un adulte contre lui-même. Ni l'État, ni les membres de la société ne peuvent, selon John Stuart Mill,
empêcher quelqu'un d'agir d'une manière qui ne nuit qu'à lui-même. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Bien, vous savez que certains considèrent qu'adhérer à une religion alors qu'on est une femme ou qu'on est homosexuel, c'est se tirer dans le pied parce que les religions sont sexistes et homophobes. Mais d'un point de vue libéral, c'est le problème de la personne. Tant qu'elle n'agit pas de manière discriminatoire envers d'autres personnes, elle a le droit d'adhérer à la religion qu'elle veut et d'agir selon sa foi. Vous pensez que quelqu'un se nourrit mal et que ça va finir par le rendre malade? C'est son problème. Il a tout à fait le droit de choisir une conception du bien dans laquelle manger des frites à volonté est plus important qu'éviter les maladies cardiovasculaires. Et l'État n'a surtout pas à infantiliser ses citoyens en leur dictant ce qui est bon pour leur santé ou ce qui est bon pour eux d'une manière ou d'une autre. Donc, le principe de non-nuisance se décline en ces 4 implications et il s'applique à toutes les libertés fondamentales. Bien entendu, il a davantage d'implications en ce qui concerne la liberté d'action qu'en ce qui concerne la liberté d'expression, pour une raison toute simple. On a pas mal plus de chances de porter atteinte aux droits d'autrui en agissant qu'en parlant. En conclusion, il importe aussi d'ajouter certaines précisions. Premièrement, Mill avait conscience que sa théorie pouvait s'appliquer seulement dans des sociétés qui ont atteint un certain niveau de civilisation. Bon, ici, il est à noter que ça aussi, ça fait partie de la mentalité qui s'installe à partir de la fin du Moyen Âge pour faire sa place progressivement durant la Renaissance, la mentalité dont je parlais dans la capsule précédente sur le libéralisme. Alors, je veux dire, le fait de parler de civilisation, de considérer que l'humanité, du moins en Europe, a progressé, qu'elle est sortie d'un état de barbarie pour atteindre l'état de civilisation. Et ça s'accompagnait effectivement du fait de considérer que les peuples non européens, eux, étaient encore dans la barbarie et qu'ils n'en étaient pas encore sortis. Je laisse de côté les analyses et les critiques qu'on peut faire de cette conception-là de l'histoire humaine. Je vais m'en tenir à souligner un point qu'on peut difficilement contester à Mill, c'est qu'avoir des droits et libertés qu'on peut réellement exercer, ça demande certaines conditions, entre autres la paix et la prospérité économique. Deuxième remarque, la théorie de Mill s'applique aux adultes. John Stuart Mill ne s'opposait pas au droit des parents de contraindre leurs enfants mineurs parce que les enfants n'ont pas encore développé la faculté d'établir leur propre conception du bien. Ils sont en âge d'être éduqués. Troisièmement, la théorie de John Stuart Mill s'applique selon son propre point de vue. C'est pas simplement qu'on peut l'appliquer. Lui-même considérait que ça devait s'appliquer aux adultes des deux sexes, ce qui était une innovation à son époque. Mill était un féministe avant son temps, parce que beaucoup de philosophes de la liberté excluaient les femmes de leur théorie. John Stuart Mill, pour sa part, a écrit un essai, The Subjection of Women,
dans lequel il défend l'égalité juridique entre les sexes et la liberté des femmes, en invoquant le même type d'argument utilitariste qu'on retrouve dans son essai de la liberté pour défendre l'égalité et la liberté en général. La prochaine fois, je vais développer sur les fondements et les implications d'une liberté en particulier, la liberté d'expression.